Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine en direct de la rédaction pour ce numéro consacré à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Parue au journal officiel du 23 décembre 2018, elle comprend de nombreuses mesures qui intéressent les entreprises. Nous accueillons Catherine Seba, rédactrice en chef adjointe de la RFPAY, pour entrer dans le détail de ces mesures. Catherine Seba, bonjour. Bonjour Marianne. Alors, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 aborde plusieurs thématiques et pas strictement celles relatives aux exonérations de charges. De plus, elle a été, on peut dire, bousculée en quelque sorte par la loi portant mesures d'urgence économique et sociale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, Catherine ? Effectivement, le menu est varié. En ce qui concerne la loi de financement de la sécurité sociale stricto sensu, en premier lieu, il était prévu une réforme de la réduction générale de cotisation, et c'est le cas. Mais la loi l'a remaniée. Et puis, de plus, elle l'a accompagnée d'une réforme plus vaste de dispositifs d'exonération de cotisation. La loi avait aussi prévu une réduction de cotisation salariale. Et c'est sur les heures supplémentaires, et c'est là à quoi vous faites allusion, que la loi mesure d'urgence économique est venue un petit peu bousculer le calendrier et avancer la date d'entrée en vigueur. J'y reviendrai. Et puis effectivement, il y a d'autres thématiques comme la santé, l'épargne salariale, le contrôle URSSAF, le menu est bien varié. Très bien. Revenons tout d'abord sur la mesure phare qui intéresse les employeurs, la réforme de la réduction générale des cotisations pour 2019. Bah oui, Marianne, vous vous rappelez que l'an passé, quand on s'était vu, on avait déjà prévu une réforme pour 2019 avec une extension de l'exonération de cotisations sociales aux cotisations de retraite complémentaires à GIRC-ARCO et d'assurance chômage. Et au final, la loi maintenant, pour le cas général, et seulement pour le cas général, fait un calendrier en 2 temps. Donc l'extension a lieu d'abord aux cotisations à GIRC-ARCO, cotisation du régime de retraite complémentaire unifié pour 2019, et puis un second temps au 1er octobre seulement pour les cotisations d'assurance chômage, pour le cas général. Pour le cas général, très bien. Est-ce qu'on peut dire que, comme vous parlez de cas général, je suppose qu'il y a des cas particuliers ? Eh bien oui, évidemment. J'ai bien senti que vous insistiez. Donc par exception, en fait, l'exonération de cotisation, la réduction générale va s'appliquer en périmètre complet. En fait, on vise les deux cotisations de retraite complémentaire à GIRC-ARCO et cotisation d'assurance chômage, le tout, dès le 1er janvier 2019, dans un certain nombre de cas. D'accord. Et alors les cas, oui, c'est ça, vous voulez me demander? Oui, c'est ça. Oui, alors c'est pour certains contrats, donc des contrats dont l'exonération spécifique est abrogée par la loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça vise les contrats d'apprentissage, certains contrats de professionnalisation, le dispositif d'exonération dans les ateliers et chantiers d'insertion. Cela vise aussi les employeurs localisés en Outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, lorsqu'ils n'appliquent pas le dispositif rénové de cotisation qui leur est propre. Et ça vise aussi certains employeurs agricoles, culture, élevage, travaux agricoles, travaux forestiers, etc. Avec une petite quand même chose étrange, c'est que pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, bien que le dispositif d'exonération soit supprimé, là, ce n'est pas une application en périmètre complet, c'est le calendrier général en 2 temps. GIRC-ARCO, d'une part, puis assurance chômage, c'est un cas particulier, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que la réduction générale devient une sorte de standard pour les dispositifs d'exonération ? Oui, effectivement, parce qu'au-delà de l'application de la réduction générale de cotisation en remplacement des dispositifs d'exonération supprimés dont on vient de parler, ça devient aussi une sorte de modèle pour un certain nombre de dispositifs d'exonération. Je veux dire par là qu'il faut raisonner comme pour la réduction générale dans un certain nombre de cas de façon annualisée. Essentiellement pour l'outre-mer, en mettant à part Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui sont encore à part. Voilà. Mais pour l'outre-mer et puis pour les structures privées des organismes d'association à domicile, donc pour l'exonération lorsqu'elles interviennent auprès des personnes âgées ou dépendantes, des personnes dites fragiles. Dans ces cas-là, un raisonnement
annuelle, comme la réduction générale de cotisation. D'accord. Un mot sur les exonérations attachées au contrat d'apprentissage ? Oui, parce qu'on a beaucoup d'employeurs qui ont des apprentis. Et donc on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, pour ce qui est des cotisations patronales, l'exonération, c'est réduction générale. Mais pour ce qui est des cotisations salariales, à partir de 2019, il est toujours prévu que le salaire de l'apprenti soit exonéré de cotisations salariales, bien sûr. Mais maintenant, c'est plafonné à un montant qui est fixé à 79% du SMIC. D'accord. Un décret qui l'a fixé. La CSG-CRDS ne s'est pas touchée, c'est toujours exonéré en totalité. Voilà. Et puis aussi, une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est pour le calcul des cotisations elles-mêmes. Il faut maintenant calculer sur le salaire réel de l'apprenti et non plus sur les bases forfaitaires. Une suppression des bases forfaitaires, ça fait quand même une bonne réforme à prendre en compte pour 2019 pour les employeurs d'apprentis. Effectivement. Alors parlons à présent de la réduction de cotisation salariale heures sup. Alors, si vous voulez bien. Oui. Donc la loi de financement de la sécurité sociale a mis en place une réduction de cotisation salariale sur la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, et puis des heures, enfin des jours, des jours travaillés en plus par les forfaits jours. Et la mesure devait entrer en vigueur en janvier 2010. Elle devait entrer en vigueur en septembre 2019, c'est ce qu'avait prévu la loi de financement de la sécurité sociale. Et là aussi, bousculade. Voilà. Bousculade pour répondre à la crise des gilets jaunes. Donc la date d'entrée en vigueur a été avancée au 1er janvier 2019. Mais en janvier 2019, on n'a pour l'instant toujours pas le décret d'application qui permet de mettre en œuvre concrètement la réforme, puisqu'en fait, pour être un peu technique, la réduction elle est égale à la rémunération qui ouvre droit à la réduction, multipliée par un taux fixé par décret, et dans la limite des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle. Et donc, bref, ce taux doit être prévu par décret et aujourd'hui, il ne l'est pas. Petite quand même précision, puisque là, ça met un petit bémol à la réponse aux Gilets jaunes, à la crise des Gilets jaunes. La loi mesures urgentes, c'est comme ça qu'elle s'est appelée, pour répondre à leurs revendications, a aussi prévu, donc c'est pas social, c'est fiscal, mais une exonération d'impôt sur le revenu pour ces heures supplémentaires. Voilà, dans une limite de 5 000 €. Très bien, merci Catherine pour ces informations. Je crois que vous souhaitiez dire quelques mots des mesures épargne salariale. Oui. Également. Oui. Alors, en fait, un certain nombre de mesures épargne salariale qui étaient initialement prévues par le projet de loi Pacte ont été transplantées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour pouvoir entrer en vigueur en 2019. C'est celle-là dont je vais vous parler. Donc, ça concerne le forfait social. Donc, pour inciter les petites entreprises à plus d'épargne salariale, on a suppression du forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés pour la participation et les abondements des employeurs au plan d'épargne salariale. PEI, PE, PERCO, donc et quels que soient les supports sur lesquels les sommes ont été investies, d'une part. Et on l'a aussi supprimé sur l'intéressement, et cette fois dans les entreprises de 50 à 250 salariés. D'accord. De surcroît, on a réduit le taux du forfait social de 20 à 10%, donc la moitié, pour certains abondements, l'abondement de l'employeur au PE lorsqu'il majore la contribution du salarié à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. C'est assez précis. Très bien. Vous souhaitiez aussi évoquer des mesures santé ? Oui. Alors, commençons par le congé de paternité. Allons-y. Alors, pour les enfants nés à partir de juillet 2019, il sera allongé en cas d'hospitalisation de l'enfant et dans une unité de soins spécialisée. L'unité de soins spécialisée doit être définie par arrêté, mais on sait que ce sera grosso modo des cas lourds et difficiles pour les parents. L'unité de soins intensifs, réanimation.
Donc le congé sera de droit pour le père pendant la période d'hospitalisation et dans la limite d'une durée maximale qui sera aussi fixée par décret. Les rapports parlementaires parlent d'une durée de 1 mois. On va pouvoir faire face quand même à une situation compliquée. Oui. Évidemment, pendant ce congé, le père est indemnisé par la sécurité sociale, comme pour le congé de paternité classique. D'accord, très bien. Quid du temps partiel thérapeutique ? Alors là aussi, une mesure qui devrait favoriser des situations compliquées, puisque c'était un petit peu surprenant, mais jusqu'à présent, pour pouvoir être en temps partiel thérapeutique, il fallait avoir été arrêté avant de reprendre. Alors que maintenant, le temps partiel pourra être prescrit, le temps partiel thérapeutique, bien sûr, je m'entends, pourra être prescrit dans le cadre d'un maintien au travail. On ne sera plus obligé, parfois, c'était même un petit peu... il fallait un jour pour reprendre, pour avoir le droit. Ouais. Et puis, par ailleurs, les modalités de calcul de l'indemnité journalière qui est versée pendant un temps partiel thérapeutique et puis la durée du versement devraient être définies par décret, puisqu'il semble assez sûrement que chaque caisse primaire le fait un petit peu comme elle le souhaite. Là, ce sera de façon plus homogène. D'accord. On aborde maintenant la prévoyance frais de santé. Oui. Qu'est-ce que c'est précisément ? Alors, ça va être un gros morceau là. Ça va être un gros morceau pour les entreprises. Donc bon, il faut déjà savoir que la loi de financement de la sécurité sociale prévoit que progressivement, entre 2019 et 2021, un panier de soins, alors on l'appelle panier de soins 100% souvent, qui signifie que la sécurité sociale et les organismes complémentaires, donc type mutuelle, devraient rembourser mieux ce qui est actuellement pas bien remboursé par la sécurité sociale, savoir l'optique, l'audiologie et les prothèses dentaires. Du coup, pour les entreprises, les contrats de complémentaires d'entreprise, qui sont donc des complémentaires santé, doivent être responsables et donc devront prendre en charge au-delà de ce 100%. Et pour une entreprise, pour qu'elle puisse bénéficier d'un régime social de faveur, pour que la prise en charge de la cotisation soit exonérée de cotisation en partie, il faut aller au-delà de ce panier de soins 100%. Bon, en bref, il va falloir que les entreprises se mettent en conformité des contrats 100%. Donc, avec une date butoir pour le 1er janvier 2020, ce qui veut dire que tous les accords collectifs ou décisions unilatérales qui sont à l'origine d'une complémentaire santé en entreprise doivent être revus. Les entreprises ont 1 an pour le faire. D'accord, c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres mesures à nous signaler, Catherine ? Alors oui, quelques-unes comme ça, plus faciles à écouter. Donc, 2 mesures pour le contrôle URSSAF. La conservation des documents pendant 6 ans. Ça devient une obligation pour l'entreprise, mais enfin c'est surtout une obligation sur le papier parce qu'elle l'avait déjà de fait. Il fallait conserver pendant 6 ans pour ce qui est du fiscal et pour ce qui est du prélèvement à la source. Donc finalement, ça ne changera pas tellement leurs habitudes. Et puis, la possibilité de conserver sur support papier, la possibilité de conserver sur support informatique des documents papier. Donc en gros, tous les justificatifs de frais, etc., des petits bouts de tickets de caisse ou autres, pourront être sur support informatique. Ça devrait être défini, les normes pour numériser et sécuriser. Exactement. Tout ça. D'accord. Et puis pour terminer aussi, une petite dernière sur la simplification et la dématérialisation. Donc depuis le 1er janvier 2019, le titre emploi service entreprise et le chèque emploi associatif sont ouverts à toutes les entreprises et toutes les associations et pas simplement aux plus petites d'entre elles. D'accord. Merci beaucoup Catherine pour ce point très complet. C'est la fin de ce numéro spécial Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Merci de votre attention. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau décryptage de l'actualité juridique en compagnie des experts du groupe Revue Fiduciaire, bien sûr.